Je te laisse prendre les commandes et puis on en reparle évidemment tout de suite après. Et alors, on précise par rapport à la bande-annonce qu'il n'y a pas une seule note de musique dans le film, à part le générique de fin, qui évidemment met fin justement à la narration. Voilà, exactement. C'est un film extrêmement froid de ce point de vue-là, et on peut s'y attendre d'ailleurs, parce que je précise voilà, que donc Guillaume avait découvert le film il y a quelques temps en rencontre de Charlieu, on s'en souvient. Et moi, j'ai eu de la chance de le voir en avant-première à l'Institut Lumière, en présence de Laszlo Nemes, qui a donc pu, en plus, s'exprimer sur le film. Et surtout, le film était projeté en 35 mm. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Le film a été tourné en 35 pour le 35 et il est en 4 tiers. Ça aussi, voilà, c'est un ça. vrai geste. Donc parlons déjà de ce format qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, peu l'habitude de voir. La dernière fois, c'était avec Xavier Dolan. C'était même pas du 4 tiers de Dolan. C'était encore plus étriqué. C'était du 1-1. Oui, c'était. Mais et donc là, d'un seul coup, on rentre déjà du fait de ce changement de format dans un autre univers, dans un cinéma déjà qu'on n'a plus l'habitude de voir. Non, mais oui, ça crée tout de suite un décalage. Dans le sens où on va se retrouver face à des images dont on connaît le statut, parce que le 4 tiers a un vrai statut, je veux dire, c'est pas un choix anodin de choisir le 4 tiers, c'est un format qui apparaît, en fait, en plus avec le recul, qui apparaît vraiment comme plus pur. On a l'impression de toucher plus à quelque chose de l'ordre du cinéma quand on voit du 4 tiers. Pas parce qu'on est face à du cinéma des origines, puisque le format 4 tiers, c'est le format des origines, à la base c'est pour des raisons techniques, et puis après le scope est arrivé pour contrer la télé, etc. Donc en plus, on peut se dire qu'on a quitté le 4 tiers au cinéma pour contrer quelque chose. Donc le geste même de quitter le 4 tiers, c'est même pas un geste pour le cinéma, c'est un geste contre quelque chose d'autre. Donc retrouver le 4 tiers et le 35 mm, ça donne tout de suite déjà un cachet au premier abord du film, mais ce qui en soi n'apporte pas grand chose au film, si ce n'est une patine un petit peu spéciale, mais je trouve que le 4 tiers va vraiment dans le sens du film. Alors, on va y aller, on va se plonger dans ce film. Alors, peut-être avant de s'y plonger, parce qu'il va y avoir la pub dans quelques instants. Oui, donc, mieux pas. Oui, donc on va peut-être juste déjà prendre ce que représente matériellement ce film. Donc on l'a dit, une image très particulière. Oui. En fait, voilà, il n'y a pas de profondeur de champ. Donc là-dessus, et puis un son qui joue tout son rôle. Donc Louis l'a dit, pas de musique extra-diégétique. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se passe, on est là-dedans. Ni intradiégétique d'ailleurs. Ni intradiégétique, parce que de toute manière c'est sûr qu'il n'allait pas en avoir. Et alors une importance du son qui est absolument monumentale. On y reviendra évidemment tout à l'heure, tous les deux. Donc vraiment, nous, ça a été un grand choc, et on va quand même parler de ce qui fait toute la particularité de ce film avant de vraiment rentrer là-dedans. C'est que déjà, on va lire le synopsis. Le synopsis, il est assez court, et comme ça nous permet après vraiment d'ouvrir et de parler de l'intérieur de ce film. Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul est membre d'un Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolés du reste du camp et forcés d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums quand il découvre le cadavre d'un petit garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide d'accomplir l'impossible, sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture. Donc, on va être vous voyez, il y a beaucoup de choses déjà, rien que dans ce synopsis, rien que dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on va suivre quelqu'un qui est dans les Sonderkommando. Alors déjà, je pense que ça va ouvrir l'intérêt de tout un public pour les Sonderkommando. C'est vrai que nous, on travaille un petit peu sur la résistance, donc on a un petit peu plus l'habitude de ces mots-là. Mais qu'est-ce qu'un Sonderkommando ? Le Sonderkommando, c'est celui qui vide les chambres à gaz, qui va, quand il n'y a pas de chambre à gaz, déplacer les corps dans les fosses communes. Enfin, en tout cas, qui suit le processus d'extermination de l'intérieur. Voilà. Puisqu'on voit au début du film même qu'il va amener tous ces gens qui sortent même du train jusqu'aux chambres à gaz. Donc c'est des prisonniers qu'on va prendre parce qu'ils sont peut-être un peu plus costauds, etc. On va les prendre, on va les mettre dans ces Sonderkommando, et puis normalement la fin de la vie pour eux, ça sera la même chose, puisqu'à un moment donné on va les tuer. D'ailleurs ils ont une immense croix rouge dans le dos, c'est des cibles clairement, et c'est comme ça qu'ils étaient. Mais donc déjà rien que pour la documentation autour des Sonderkommando, c'est quelque chose déjà qui est très intéressant, parce que le cinéma c'est assez peu servi de ça, puisque finalement c'est eux qui ont touché le plus proche de l'horreur. Alors comment on fait pour aujourd'hui parler de l'horreur ? Eh bien,
les Thunder Commando peuvent le permettre. D'ailleurs, Klaus Lanzmann a loué ce film alors que Klaus Lanzmann, donc, qui a réalisé Shoah, et qui pour lui, ça ne peut passer que par le documentaire. Allez, maintenant on s'intéresse à l'intérieur de ce film, au corps même du film. On va tenter d'analyser au moins un petit peu là-dedans, parce que de toute manière, vous l'avez vu, il y a déjà des choses qui se font autour de ce film, et je pense qu'il n'a pas fini d'être analysé de toutes parts. Nous aussi, je pense qu'on y reviendra, je pense assez régulièrement, notamment quand le DVD sortira, mais c'est un vrai film de cinéma. Louis, je te laisse commencer, puis on y revient après. Alors évidemment, mettre en question, ou du moins mettre en fiction la question des camps d'extermination paraît, a priori, presque impossible. Évidemment, on se demande comment filmer des personnages agissant dans un milieu où l'ordre cède face au chaos le plus abject, et surtout comment filmer des hommes dans ces lieux hors du temps où l'humanité semble suspendue. Est-il possible d'ouvrir un champ de réflexion pertinent par le biais d'une histoire fictionnée qui étrique nécessairement un regard historique en figurant tout simplement le général par le singulier, une histoire commune à travers l'individu, et par une série de choix radicaux dont on a déjà parlé, qui relèvent de l'ordre tout simplement des choix esthétiques mais aussi des choix narratifs. Le jeune Laszlo Nemes, dont on le rappelle, et c'est assez prodigieux de se souvenir que c'est son premier film, et bien à cette question il la pose un oui sans appel. Donc par rapport à cette caméra qui est portée, une caméra neutre et abrupte, mais qui se présente finalement omniprésente pour accompagner le personnage de Saul à travers ce camp d'extermination dans lequel il est justement Sonderkommando. C'est une caméra qu'on pourrait qualifier presque de neutre. C'est une caméra qui place le spectateur au cœur du désordre, au cœur du chaos et de l'horreur. La profondeur du champ est absente, on le disait. Le fond du plan est toujours, enfin presque toujours totalement flou, et seuls les personnages agissant au premier plan sont visibles, seuls au milieu de cette horreur que l'on ne peut montrer. Pas parce qu'elle est trop horrible, mais parce que le cinéma ne saurait en restituer justement la vraisemblance. Donc c'est à partir de là que le son, justement, on abordait la question du son, mais le son prend ici alors en charge une partie du regard de façon radicale et essentielle. L'espace sonore donne à voir. Il nourrit l'image autant qu'il la complète, sans jamais d'ailleurs la dédoubler. Ce hors-champ visuel, à la fois ce flou au fond du cadre et ce qui est hors de ce format 4/3 qui justement est assez étouffant, donc ce hors-champ est nourri par le son, ce qui laisse assez d'espace à l'imagination du spectateur pour présenter l'horreur sans avoir à la figurer vulgairement, et d'ailleurs une horreur qui est très certainement indicible, qui est impossible à mettre en image de façon objective. La vision se fait alors en grande partie par le son justement, qui devient le moyen de retranchement visuel le plus fiable et complet pour le spectateur. Donc l'image n'est plus qu'une relique, mais son association avec un son bien plus évocateur crée chez le spectateur justement cette vision mentale qui permet de prendre de façon beaucoup plus intense la pleine mesure des événements qui se déroulent. Et finalement, toute cette virtuosité de mise en scène n'empêche pas Nemes de plonger sa caméra au cœur d'un récit. C'est ça qui est complètement sidérant. C'est de se rendre compte qu'il arrive à créer un scénario, donc à donner un intérêt narratif avec des buts, avec des objectifs qui sont vraiment de l'ordre du scénario de cinéma, au travers de cette virtuosité et de cette pertinence de la réflexion sur l'image de la question des camps d'extermination. Donc, outre le fait que cette stupéfiante impression de présent absolu de l'action est en activité, comme si la caméra était là, à l'époque même de l'action. Et donc j'en parlais à Guillaume l'autre jour après avoir vu le film. Les deux seuls films qui m'ont donné cette sensation, c'était Le 7e Saut, et, donc de Ingmar Bergman, et Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, où on a le sentiment que la caméra est présente à l'époque du film. Donc Valhalla Rising, c'est les Vikings du je ne sais quel siècle, et Le 7e Saut, c'est le Moyen-Âge. Et c'est la troisième fois que je vis ça avec Le Fils de Saul, où j'ai l'impression que cette caméra est là, dans les années 40, je sais plus dans quelle année précisément se passe le film. J'ai l'impression qu'on est à Auschwitz en 1942 ou 43, au moment où le personnage vit ce qu'il vit dans ce camp. Et cette histoire de quête pour une sépulture d'un enfant, dont on ne connaîtra jamais la réelle identité, permet justement de dépasser l'individualité d'un personnage pour toucher une humanité entière. En tout cas, j'ai presque envie de dire l'homme avec une majuscule. Puisque ce n'est pas le fils de Saul
que l'on veut enterrer dignement. D'ailleurs, on sait jamais si c'est vraiment son fils. Et Nemes le disait quand il intervenait à l'Institut Lumière, on sait pas si c'est vraiment son fils, mais il veut pas donner le mode d'emploi, comme il disait. Donc c'est pas le fils de Saul qu'on veut enterrer dignement, mais c'est un fils, c'est un enfant, c'est le symbole de tous les autres. De la même manière que Saul figure à lui tout seul toute une mémoire. Même s'il est animé, effectivement, est défini par des actions qui lui sont propres et qui relèvent, parfois on pourrait le penser, du bon sentiment, mais qui relèvent finalement de la mécanique du cinéma et du personnage de cinéma. Et il y a aussi cette dimension-là qui rentre en jeu, la dimension de mécanique, puisque le film repose également sur un système d'épuisement. Un système d'épuisement du spectateur. Une spectatrice l'a manifesté, elle avait eu la nausée tout le long du film, de cette caméra qui bouge avec cette absence de profondeur de champ. D'ailleurs, Laszlo Nemes n'a pas du tout utilisé de Steadicam pour le film. Il a vraiment utilisé une caméra à l'épaule pour être dans cette immersion. Mais pas du tout pour donner une image documentaire. Hein. Ça, ce serait totalement faux de dire que l'imagerie est documentaire. Il n'y a pas du tout une volonté de ça. C'est une image de cinéma, puisque l'image va être composée pour ramener à la réflexion. Alors que par définition, l'image documentaire peut être composée, mais doit capter quelque chose de l'ordre du spontané. Alors que là, non, c'est très différent. On va aller capter des choses qui sont plus de l'ordre du présent reconstitué. Du présent reconstitué pour réamener à toute une série de réflexions qui sont parfois peut-être trop oubliées. Mais pour revenir à cette idée d'épuisement, il y a vraiment ça qui est mis en place dans le film, dans le sens où le film repose vraiment sur cette mécanique de la répétition. De la répétition et de l'épuisement des corps qui arrive finalement jusqu'à l'épuisement du cinéma lui-même. L'épuisement du cinéma qui n'arrive plus à avancer. Un cinéma qui n'arrive plus à avancer et qui revient du même coup à une forme complètement archaïque. Et je crois que c'est là qu'on peut lire la vraie virtuosité de l'utilisation du 4/3 et du 35 mm. C'est pour revenir à quelque chose de l'ordre du primitif pour aller capter quelque chose qui est également de l'ordre du primitif. Et cet épuisement des personnages, cet épuisement des corps, cet épuisement du réalisateur et du spectateur, des acteurs, de tout ce qui relève de l'ordre de l'intra et de l'extradigétique, du coup, se lie dans l'épuisement de la mise en scène. Une mise en scène qui est dépouillée au possible. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est souvent des plans séquences. Mais alors le but du plan séquence, c'est pas du tout d'offrir un regard virtuose sur les décors. C'est juste de montrer que le temps s'écoule. Le temps s'écoule et le cinéma n'a plus aucun moyen de contrer ce temps qui s'écoule. Il n'y a plus de montage, il n'y a plus de cut, il n'y a plus ça. Il y en a évidemment parce qu'on est dans une fiction, mais il n'y a plus tous ces artifices qui permettent de sortir cette horreur. L'horreur, elle est totale, elle est jusque dans la pellicule. Et donc, radical et froid, évidemment, le film l'est. Mais en est-il autrement, finalement, de l'image que l'on se fait aujourd'hui des camps d'extermination ? Laszlo Nemes ne cherche pas le réalisme, justement, mais il crée une œuvre massive qui ouvre un champ de réflexion sur l'horreur de ces camps, mais aussi les limites de leur représentation et leur figuration. Il est alors peu étonnant que Lanzmann et Didier Huberman, on le disait, considèrent le film comme une œuvre majeure dans ce chemin de questionnement qui prennent des sens nouveaux à mesure que le temps passe, évidemment. Le regard qu'on porte sur ce morceau de l'histoire est différent à mesure que le temps passe. Et donc le film de Saul, je crois, a aussi ce mérite de réactualiser des interrogations qu'on a trop vite oubliées. Et je crois que le fils de Saul a vraiment le mérite d'arriver au bon moment, pas de façon opportuniste, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais d'arriver au moment où on avait besoin aussi de remettre en question un certain nombre de choses. Et je crois très honnêtement et vraiment solennellement que le fils de Saul est une œuvre majeure dans ce chemin de réflexion.